d'initiative citoyenne. Je ne vous dirai rien tout de suite du référendum d'initiative citoyenne et peut-être tout à l'heure pendant le débat plein but. Alors, l'état des lieux actuellement, d'une certaine manière, on peut dire que le combat des idées évolue plutôt favorablement et le combat de l'opinion évolue plutôt défavorablement. Le pays se divise, il se creuse un fossé culturel entre une population éduquée, diplômée, qui a les moyens de se loger en centre-ville et les manifestations, les manifestants des ronds-points. Et ça se valide par une étude en plusieurs vagues réalisée par l'IFOP pour CNews et Sud Radio. La dernière a été publiée le 10 janvier et on voit apparaître essentiellement qu'il y a une fragmentation géographique entre les habitants des centres-villes et ceux qui sont obligés de prendre la voiture. Et puis en même temps, il y a une fragmentation culturelle parce qu'on s'aperçoit, et ça c'est une manifestation, que les instituteurs, qui financièrement ne sont pas du tout plus riches que la moyenne des Gilets jaunes, ne sont pas, pour un certain nombre d'entre eux, dans le mouvement des Gilets jaunes, et ont constitué une organisation stylo rouge pour réclamer, parmi 12 autres revendications, un point d'indice supplémentaire de leur salaire. Donc fragmentation géographique et aussi culturelle. Du côté de l'opinion, dans cette enquête que je mentionnais, le total des soutiens ou sympathisants du mouvement, qui s'établissait à 71% le 7 novembre dernier, est tombé à 57% le 9 février. Une chute de 2 points par jour en moyenne pendant 7 semaines. Et à l'inverse, les Français opposés, voire hostiles au mouvement, passent de 11% à 31% pendant la même période. Ça, c'est l'état de l'opinion. En même temps, dans le combat des idées, on s'aperçoit que ça bouge un peu. Philippe Martinez, dans le Progrès du 4 janvier, déclarait « Dans les territoires, il y a des manifs communes, des tracts communs, avec une main rouge et une main jaune qui se serrent. Il y a des choses à faire ensemble à condition d'éviter les dérives racistes antisémites qui sont marginales, mais qui existent. » Toute la CGT n'est pas sur cette ligne-là aujourd'hui, on le sait bien. De plus en plus de voix, Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, l'ACA, Défenseurs des droits, etc., dénoncent les comportements disproportionnés des forces de l'ordre et la nature de leur armement. Dans Mediapart, le 7 janvier, Edwy Plenel rapporte les propos de l'ancien évêque de Recife, Elder Camara. Je les résume. Il y a 3 violences. La première est la violence institutionnelle qui légalise les exploitations, qui écrase et lamine les millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. Et la troisième violence, c'est la violence répressive qui se fait l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. C'est une hypocrisie de l'appeler violence que la seconde. Et bien cette hypocrisie, elle est générale. Les grands médias ne parlent que de la violence des Gilets jaunes et passent sous silence ou minimisent les violences policières. Je conseille un excellent entretien diffusé par Le Média où Aude Ancelin interviewe David Dufresne sur les violences policières. Et puis un article du sociologue Fabien Jobard dans Le Monde du 21 décembre, que je cite, « Mains arrachées, défiguration, énucléation, décès à Marseille, le bilan dépasse tout ce que l'on a pu connaître en métropole depuis mai 68. Ce sont moins les policiers qui sont en cause ici que l'armement dont ils disposent et les ordres qu'on leur donne. » Christophe Détinger, c'est probablement un événement qui pourrait faire date. Et cet agent municipal qui, lassé d'être gazé alors qu'il manifestait pacifiquement depuis plusieurs mois, a fini par réagir et un jour s'est rué au secours d'une jeune femme qu'un policier tabassait après l'avoir jetée au sol et puis qui ensuite a cogné à point nu sur les policiers sur la passerelle des Arts à Paris. Daniel Schneiderman pointe l'importance de l'affaire dans l'imaginaire collectif et il écrit
il sera peut-être considéré dans 50 ans comme un héros national. Jeanne d'Arc, par exemple. Il aura peut-être des rues, des squares, des statues. Seront-elles moins légitimes que les statuts de généraux des répressions coloniales qui font aujourd'hui sur nos places le bonheur des pigeons? Alors bon, peut-être des nouvelles problématiques apparaissent. Du côté du gouvernement, des failles sont apparues, je ne les détaille pas, nous n'avons pas le temps maintenant. Mais il semblerait que la problématique bouge, et ça c'est l'essentiel. Car le métier de la politique, je le dis au passage, ce n'est pas d'apporter les réponses c'est l'affaire des techniciens. Le métier des politiques, c'est de formuler les bonnes questions. Alors des questions essentielles apparaissent. J'en cite une. Sous la plume d'Henri Mintzberg. Henri Mintzberg, c'est cet universitaire canadien qui a été un des papes du management. Il a fait une tribune dans laquelle il interroge. Monsieur Macron entendra-t-il le message de la rue et deviendra-t-il, au lieu d'un banal politicien de plus, l'homme d'État qu'il s'imagine être? Et l'enjeu est pour lui que la France parvienne à reconstituer un équilibre entre les entreprises d'État, les entreprises qu'il faudra développer, les entreprises privées et un secteur regroupant les coopératives et les diverses associations. L'équilibre entre ces trois forces est à ses yeux la condition pour échapper au diktat de la mondialisation et à son cortège de dégâts économiques et sociaux. Voilà une nouvelle façon de poser le problème qui est intéressante. Alors je finis cette partie-là après autre chose, avant de passer au point suivant, avec un appel de Patrick Dugois, qui est aujourd'hui le cadre supérieur d'HEC, mais qui auparavant était directeur général d'Emmaüs. Il analyse le mouvement des Gilets jaunes comme une réaction des humiliés. Et il demande au chef de l'État, je vous le cite, de reconnaître la souffrance et surtout la valeur du mouvement des Gilets jaunes, car cette révolte est une énergie qui nécessite pour ses acteurs courage et engagement. Après tout, la différence, l'apathie, le renoncement serait plus facile pour eux. Que l'on soit d'accord ou non avec ce mouvement, ces acteurs sont soucieux de l'intérêt général. Emmanuel Macron doit donc les remercier pour leur mobilisation et leur contribution à la réflexion et à l'intérêt général. Je voulais juste savoir si la lettre du président Macron répond à cette attente. Alors après cette lettre, je vous cite quelques réactions de la presse en vrac. Dans le Progrès, Pascal de ce matin, tout ça c'est de ce matin, Pascal Jalabert dans le Progrès, le président prend le risque de recevoir peu de réponses et d'être contredit sur ce pourquoi il a été élu. Dans la Tribune, une opération de sauvetage du mandat de Macron. Dans le Parisien, notre actuel président essaie pour sa part de sauver la suite de son mandat. Dans Libération, un écrit de rattrapage pour sauver les 3 ans qui lui restent à passer à l'Élysée. Pour le Figaro même, Guillaume Tabar dans le Figaro, il s'agit d'une dernière chance pour Emmanuel Macron s'il veut régler la crise autrement que par des scénarios politiques catastrophiques pour lui. Pour la Croix, même la Croix, François Ernenwein, il manque au chef de l'État la crédibilité nécessaire pour convaincre qu'il va vraiment lutter contre les fractures sociales et territoriales en France. Dans les Échos, c'est l'île Cornudet, Emmanuel Macron se prête à l'exercice du grand débat comme s'il fallait bien en passer par là, mais sans réelle conviction. L'Humanité. Paul Masson, pour elle, c'est une lettre morte. Elle ne peut être reçue que comme une provocation. Dans La Montagne, Bernard Stéphane se mouille guère. Il dit le président joue gros. Dans l'Est républicain, Sébastien Georges est encourageant. Ce grand débat peut constituer un des actes fondateurs, mais à condition de tenir compte de ce qui en sortira sans le cadenasser. Laurent Baudin, dans l'Alsace, souligne l'habileté de Macron quand il demande moins de services publics ou moins d'impôts. L'éclair des Pyrénées, la Charente libre et Ouest-France sont louangeurs. Par contre, le chef de l'État nous met devant nos responsabilités, il faut participer à ce débat. Le HuffPost déclare « Cette consultation pourrait conduire à l'impasse
si elle ne se débouche pas sur une véritable prise en compte de ce qu'expriment les participants. Et il rapporte le tweet d'Alexis Corbière, qui met en cause le caractère démocratique de la consultation, au terme de laquelle le président décidera tout seul. L'UGICT, la CGT donc, le cadre, s'étrangle devant les mensonges sous-jacents à cette lettre, et notamment que la France est parmi les nations une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Et puis contre le chantage, entre baisser les impôts et supprimer le service public. Et je cite là, « Ce débat national risque bel et bien de servir à justifier l'amplification et l'accélération des réformes dont il n'est pas prêt à remettre en cause la philosophie. » Alors, que faire, demande l'auteur. Dès que les dés sont pipés, faut-il fuir ce débat? L'auteur conclut de plutôt profiter des assemblées publiques et de ces semaines à venir pour porter la contradiction, expliquer les impasses dans lesquelles ce président et ses riches amis nous mènent, proposer des alternatives concrètes. C'est la question qui se pose à nous. Et enfin, moi, mon point de vue personnel, quand j'ai lu ces trucs, cette lettre aux Français est une opération de communication astucieuse, c'est pas de doute, mais profondément antidémocratique. Elle consiste à saturer le débat par une multiplicité de 35 questions, dont certaines sont purement techniques, ce qui permet de noyer les questions stratégiques essentielles, celles qui sous-tendent tous les autres, celles du pouvoir monarchique, celles de la justice fiscale et celles des services publics.